Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas d'une surface horizontale en mouvement vertical. Alors, le meilleur exemple de ça, clairement, c'est le plancher d'un ascenseur. Il y a 4 cas de figure qui sont présentés ici. La seule différence entre les différents cas de figure, c'est l'accélération de l'ascenseur. Dans la situation A, l'ascenseur n'a pas d'accélération, c'est-à-dire que soit elle est immobile, et elle reste immobile, ou elle se déplace à vitesse constante. Alors, comme on l'a dit, physiquement, il n'y a pas de différence entre être à vitesse constante et être immobile, parce qu'elle a une vitesse, de toute manière, c'est une notion qui est relative. C'est relatif à une référence quelconque. Par exemple, si vous êtes assis présentement, ou assise, peut-être que vous pouvez dire « Ah, ma vitesse est 0 ». Ok, oui, votre vitesse est 0 par rapport au sol, mais est-ce que votre vitesse est 0 par rapport au soleil? Non, parce que la Terre tourne autour du soleil. Est-ce que votre vitesse est 0 par rapport au centre de la galaxie? Non, parce que le système solaire tourne autour du centre de la galaxie. Ça pour dire que la vitesse est une notion qui est purement relative. Donc physiquement, il n'y a pas de différence entre avoir une vitesse constante et être immobile. Alors dans cette situation-ci, quand on est à vitesse constante ou immobile, ben en fait, ça, justement, vu que vitesse constante c'est équivalent à être immobile, ça revient à dire, ben si l'ascenseur est immobile. Mais si l'ascenseur est immobile, ben on revient à la situation qu'on avait pour le cas d'une... On revient dans la situation d'une surface horizontale stable, dans le fond. Alors, dans ce cas-ci, ben, la normale est égale au poids. Bien sûr, ici, on suppose que l'objet, il n'y a rien qui pousse sur l'objet, soit vers le haut, ou qui tire l'objet vers... Pardon, qui pousse l'objet vers le bas, ou qui tire l'objet vers le haut, là. Il n'y a pas de force comme on avait ici. Okay? C'est juste un objet dans un ascenseur. Dans le cas B, on a l'ascenseur qui maintenant accélère vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est assez spécial, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que la force normale va être supérieure au poids en intensité. Et ça, je pense que si vous avez déjà pris l'ascenseur, vous êtes intuitivement, vous pouvez le comprendre, parce que quand l'ascenseur est en train d'accélérer vers le haut, on se sent comme comprimé vers le bas. C'est encore beaucoup plus évident dans un manège, là. Donc dans une montagne russe, par exemple. Donc, quand la montagne russe est en train d'accélérer vers le haut, on se sent vraiment comprimé vers le bas. Donc sur notre siège. Et donc ça force le plancher à exercer une plus grande force. À l'inverse, si l'ascenseur accélère vers le bas, donc mettons que vous êtes en haut d'un édifice, puis là vous descendez avec l'ascenseur, dans les premiers instants, donc, à partir du moment que l'ascenseur, au moment où est-ce qu'elle commence à descendre, elle va accélérer vers le bas. Et là, on va comme se sentir un peu plus léger pendant un certain moment, et c'est ça qu'on voit ici. C'est que la force normale, elle va être temporairement inférieure au poids. Ben, je dis temporairement, mais je veux dire tant ou si longtemps que l'accélération va demeurer vers le bas, effectivement, la force normale va être inférieure au poids. Mais dans le cas d'un ascenseur réel, l'accélération vers le bas ne va pas continuer indéfiniment. Éventuellement, on va atteindre une vitesse constante. Après pas très longtemps, là, on va atteindre une vitesse constante. Et éventuellement, ça va s'inverser. On va avoir une légère accélération vers le haut à la fin. Là, je parle dans une situation où est-ce que vous baissez d'étage. Donc, mettons, vous passez du 10e étage au rez-de-chaussée, mettons. Au début, vous allez avoir une accélération vers le bas. Ensuite, vous allez avoir un mouvement à vitesse constante, puis finalement, vous allez avoir une accélération vers le haut au moment où est-ce que l'ascenseur freine. Et, dernier cas, si l'ascenseur est en chute libre, ça c'est un cas particulier, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on vit heureusement. Mais si on imagine que l'ascenseur est en chute libre, parce que, mettons, le câble est sectionné, ce qui arriverait ici, c'est que tous les objets se mettraient à flotter dans la cage d'ascenseur. Donc, tous les objets seraient en chute libre et l'ascenseur, lui aussi, serait en chute libre. Et donc, puisque tout est en chute libre, tout flotte. Et dans le fond, c'est comme si vous seriez dans la navette, dans la Station spatiale internationale, dans l'espace. Fait que vous flotteriez. Et dans le fond, il n'y aurait pas de force normale. Mais votre poids, par contre, serait inchangé. Remarquez, le poids est inchangé dans l'ensemble des situations. Okay? Parce que le poids ne dépend pas de c'est quoi votre accélération. Maintenant, on va regarder le dernier cas de figure, qui est un cas vraiment important aussi, c'est le cas d'un plan incliné. Donc, autrement dit, quand on est sur une surface qui n'est pas horizontale. Dans le deuxième exemple, on va analyser une situation d'un mouvement sur un plan incliné. Mais avant toute chose, je vais commencer avec le premier exemple.
de manière à bien comprendre les éléments fondamentaux d'abord. Alors ça, c'est un cas un petit peu plus simple. On a, la situation, c'est celle qui est illustrée sur la photo. Donc, vous avez un chariot et vous avez un enfant qui tire ce chariot. Et bien sûr, il y a 2 citrouilles sur le chariot. Alors, l'enfant tire le chariot de 15 kg. Alors, bien entendu, ce 15 kg-là, il inclut à la fois la masse du chariot et les citrouilles qui sont dessus. Avec une force de 50 newtons, donc ça, c'est la force de traction qu'il exerce avec la poignée ici, selon un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Comme on voit ici, l'angle est... la manivelle est inclinée. Alors, on le voit ici sur le DCL, on a représenté l'angle de 30 degrés. Quelle est la grandeur de la force normale exercée par le sol sur le chariot? Alors, la première chose à faire, c'est de faire le DCL. On imagine le chariot. En fait, avant même de faire le DCL, il faut se poser la question, c'est quoi l'objet d'étude? Qu'est-ce qu'on va isoler pour notre DCL? Alors, ici, on regarde qu'est-ce qu'on cherche. On cherche la grandeur de la force normale par le sol sur le chariot. Donc, la question nous dit en fait qu'est-ce qu'il faut isoler. Parce que vu qu'on cherche une force qui s'exerce sur le chariot, c'est ça qui nous indique que c'est vraiment les forces sur le chariot qui nous intéressent. Fait qu'on va faire la somme des forces sur le chariot. Comme j'ai dit, avec son contenu. Donc ça, c'est l'objet d'étude, c'est le chariot avec son contenu, qu'on va représenter par le point qui est ici. Et là, on va tracer toutes les forces qui s'exercent sur notre chariot. Alors, on a la force de traction du garçon, qui est la flèche ici, orientée à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Ensuite, on a son poids, Fg, et la force normale qui supporte le chariot. Et c'est ça qu'on cherche justement ici. Observez un peu que ils ont fait attention pour respecter un peu la taille, la dimension relative des forces. Observez que la force... j'ai l'impression que si on demandait à des gens de tracer les forces, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui feraient la force du garçon beaucoup plus longue, parce que c'est comme si on la perçoit comme étant la plus importante dans la situation, fait qu'on va comme la tracer plus grande, de manière un peu subjective. Mais, si on y pense un peu, la force que lui exerce sur sa manivelle, c'est assez faible comparativement au poids du chariot qui est vraiment élevé, là. Tu sais, c'est le poids de tout un gros chariot avec 2 grosses citrouilles dessus. On peut imaginer que le garçon serait même pas capable de soulever, en fait, ce chariot-là. S'il exerçait une force directement vers le haut, on peut imaginer qu'il serait probablement pas capable même de soulever ça. Donc la force qu'il exerce est beaucoup inférieure au poids du chariot. Et c'est ça que vous voyez ici. C'est pour ça que la flèche du poids est représentée beaucoup plus longue. La force normale, comme on l'a dit, est toujours perpendiculaire au sol. Et là, dans le fond, on est sur un sol qui est horizontal. Donc, ça veut dire que la force normale est directement vers le haut. Allons-y avec les 5 étapes de résolution habituelles. Première étape, quelle information on va chercher? On cherche la valeur de la force normale, le module. Deuxième étape, c'est quoi les informations? Ok, on a la masse du chariot, on a la grandeur de la force appliquée et on a l'angle de la force appliquée. Troisième étape, c'est quoi les formules? Alors, je vais devoir décomposer ma force appliquée en X et en Y et j'ai besoin de savoir la formule du poids. Étape 4, je fais les calculs. Donc, je vais décomposer ma force, la force appliquée en X et en Y. Toujours la même logique, là, cos pour aller chercher le X et sin pour aller chercher le Y. Alors, je vais trouver 43,3 newtons en X et 25 newtons en Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le garçon il exerce au final 43 newtons pour avancer le chariot et 25 newtons comme pour supporter, pour aider à supporter le chariot. On va aller chercher le poids du chariot, masse fois G, ça donne 147 newtons. Pour la suite du problème, je vais l'écrire un peu à ma façon. Donc, la loi de Newton, les lois de Newton disent la force résultante en X égale masse fois accélération en X. La force résultante en Y égale masse fois accélération en Y.
Qu'est-ce que j'utilise là-dedans? Ben là, il faut se rappeler qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la force normale. La force normale est une force en Y. Donc ça m'indique que c'est pas vraiment utile là, de faire la somme des forces en X. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les forces en Y pour aller chercher Fn. Fait que je vais laisser tomber celle-ci, j'en ai pas besoin, et je vais aller utiliser celle-ci. Alors, c'est quoi les forces que j'ai en Y? Alors, voyons voir. J'ai la force normale qui agit vers le haut, donc Fn. Ensuite, j'ai le poids, Fg, qui agit vers le bas, donc je vais le mettre négatif, ok? Parce que, puisqu'il est vers le bas, sa composante en Y est négative. Et j'ai F1, que sa composante en Y est vers le haut aussi, F1Y. Donc, je le mets positive, F1Y, comme ceci. Et tout ça me donne masse fois accélération en Y. Sauf que là, on est en équilibre vertical. Ok, donc il n'y a pas de. Le chariot n'accélère pas ni vers le haut ni vers le bas. On est d'accord? Donc, l'équilibre vertical veut dire que l'accélération Y est nulle. Donc, ça vaut 0. Donc, la somme des forces en Y va donner 0. Et ça va nous permettre d'aller chercher justement notre force normale. Fait que si je l'isole dans cette équation-ci, ça va donner quoi? Fg, je l'envoie de l'autre côté, il devient positif. F1Y, je l'envoie de l'autre côté, il devient négatif. Donc, ça va donner Fg moins F1Y. Et là, on reprend ici, donc Fg 147, F1Y 25, je fais la soustraction des deux, ça donne 122 newtons. Alors, la raison pour laquelle j'ai divergé un peu, c'est que c'est correct ce qu'ils font ici, c'est juste que je trouve qu'ils prennent un peu un raccourci. Personnellement, je préfère toujours me baser sur les lois de Newton de base, donc et toujours faire la somme des forces en X ou en Y, dépendamment de ce qu'on a besoin, de manière explicite. Eux, ils l'ont fait un peu de manière implicite. C'est comme si on prend un petit raccourci, puis ça me dérange pas si vous êtes à l'aise avec ça, de le faire de cette manière-là. Sauf que moi, c'est vraiment important que je vous montre une méthode qui est toujours applicable. C'est comme, je pense que quand on fait toujours les problèmes de la même manière, ça devient beaucoup plus facile rapidement. Et finalement, on répond clairement à la question. La grandeur de la force normale est de 122 newtons. On n'oublie pas aussi dans l'étape 5, il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est d'appliquer notre jugement critique sur la réponse. Alors, une façon de le faire ici, 122 newtons, est-ce que c'est réaliste ou pas? Ce que je peux faire, c'est que je peux comparer ça avec le poids. Le poids, je l'ai calculé comme étant 147. Et là, j'obtiens une force qui est légèrement inférieure. Est-ce que c'est logique? Oui. Pourquoi? Parce que le garçon, il supporte un peu le chariot grâce à sa force, grâce au F1Y. Donc, c'est normal que le poids soit, ou plutôt que la force normale soit un peu inférieure au poids, parce que lui, il supporte un peu le chariot. Donc, c'est pas juste le sol qui supporte le chariot, lui aussi contribue légèrement à supporter le chariot.